Alors, professeur Kamel Djenouhat, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs de la chaîne 3 et Moubarak, Ramadan Moubarak à tout le monde. Alors, Covid, augmentation de quelques cas de contamination. C'est le retour du virus ou c'est des petits rebonds? Professeur Djenouhat. Très très bonne question. Et ben voilà, vous le savez, on voit ce qui se passe en Occident. Et ben ils sont en train d'annoncer la 10e vague. Est-ce que vraiment c'est une situation similaire chez nous? Eh bien, je peux vous dire que non. Le virus, il est toujours là, il circule toujours, et tant mieux. Et on est en train d'enregistrer quelques cas. Maintenant, depuis 4 semaines, on enregistre 4 à 5 cas chez le personnel soignant dans notre hôpital. Mais on voit toujours des formes très, très modérées. Alors, ailleurs, à travers le monde, on parle de 10e vague, début de contamination, avec l'augmentation, bien sûr, des cas qui sont atteints aujourd'hui du Covid-19. Ici, vous dites, non, ce n'est pas le cas, ce sont quelques rebonds. Qu'est-ce qui explique ce qui se produit ailleurs par rapport à ici, sachant qu'au début de la contamination, on a été un pays qui a été aussi soumis à cette vague de virus qui s'est propagée à travers le monde et on a dû recourir à certaines dispositions, comme par exemple le confinement. Qu'est-ce qui fait que ça soit différent cette fois-ci? En fin de compte, ce qui a fait la différence, c'est 2 éléments. Le premier élément, c'est la vague Omicron. Et le deuxième élément, c'est le pourcentage ou le taux de couverture vaccinale. Eh bien, par rapport à la vague Omicron, vous le savez très bien, connaissant la mentalité de citoyens algériens par rapport aux mesures préventives, vous savez très bien qu'on est très très mal discipliné par rapport à ces mesures. Donc ce qui a permis quand même de propager le virus, et si vous vous rappelez, ça fait 12 mois ou 14 mois, on était sur ce plateau et on était à 75-80% d'absentéisme. Donc on devine déjà l'ampleur ou bien le taux de contamination à l'époque. Ça, c'est le premier point. Et bien, durant cette période, les pays occidentaux, ils ont recouru aux mesures préventives. Et donc, ça permet quand même de bloquer la propagation du virus. Et vous le savez très bien, lorsqu'on lève les mesures, eh bien, ça sera la vague ou le rebond. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on s'est contenté de cette immunité naturelle qui est due à l'infection naturelle et on l'a dit à maintes reprises qu'elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus durable par rapport à l'immunité qui a été acquise par le vaccin qui est utilisé, que ce soit ailleurs ou ici. Alors, mais par rapport au cas recensé actuellement, c'est du Covid ou c'est une grippe saisonnière? Très bonne question. Eh bien, vous le savez, maintenant, le Covid, il s'est transformé en forme endémique avec une symptomatologie qui ressemble à la grippe. Donc, on est toujours avec le mal de gorge, avec l'écoulement nasal et parfois, si le nez bouché, on a parfois des vertiges, on a une toux qui commence sèche, puis elle se transforme en toux productive. Mais par rapport à la grippe, on a constaté que sur 10 prélèvements qu'on reçoit, on n'a qu'un seul prélèvement qui est positif au Covid. Et la plupart sont des grippes, sont des manifestations qui sont dues à la grippe. Et bien cette fois-ci, cette année, malheureusement, la grippe, elle s'est avérée avec une forme très très sévère. Et on est en train d'assister à des formes très sévères avec des toux persistantes qui durent au-delà de 20 jours. Eh ben, c'est la confusion. La plupart des gens se disent, si le Covid, c'est pas le Covid. Le Covid, il est là, avec des formes beaucoup plus légères par rapport à la grippe. Mais vous le savez très bien, comme la symptomatologie se ressemble, il n'y a que le test biologique qui peut faire la différence. Malheureusement, on n'a pas ces tests rapides qui sont pas chers du tout et qui sont commercialisés ailleurs, qui peuvent faire la différence entre les deux. Mais l'on constate, comme vous venez de le dire à l'instant, professeur Djenouhat, que c'est une grippe sévère dans beaucoup de cas. C'est dû à la fragilité de notre système immunitaire? Pas du tout. C'est pas la fragilité, mais vous le savez, le système immunitaire, il est caractérisé par une notion de mémoire. Il se rappelle. Et cette mémoire, elle doit être boostée chaque année. Et comme vous le savez très bien, qu'on était fermé pendant plus de 2 ou 3 ans, donc, puisqu'on s'est protégé contre le virus de Covid. Et comme la grippe, c'est un virus respiratoire, donc c'est les mêmes mesures préventives. Et ces mesures ont permis d'arrêter la circulation du virus de la grippe. Donc le système immunitaire n'a pas été en contact du virus de la grippe pendant 3 ans. Et on s'attendait, c'est une conséquence de la dette immunitaire qu'a notre système par rapport à ce virus. Et on s'attendait à avoir une incidence très élevée de la grippe avec des formes très sévères. Parce que pour l'organisme, pour
pour le système immunitaire, c'est la première fois qu'il rencontre ce système. C'est l'équivalent d'une primo-infection et qui va durer 2 ou 3 ans pour récupérer un peu l'état de système immunitaire qui était présent avant la conjoncture Covid. Mais avec cette grippe sévère, il s'avère aussi que les symptômes sont similaires au Covid. Comment faire la distinction entre les deux? Oui, très difficile. La distinction, vous le savez très bien, généralement maintenant, je vous donne des petits exemples. Fièvre, courbature. La fièvre maintenant, elle n'est présente que chez 10% des patients qui ont le Covid. Alors que la forme aiguë, brutale, avec d'emblée atteinte bronchique, c'est beaucoup plus la grippe. Mais j'insiste sur ce point, ce sont les tests biologiques qui peuvent faire la différence entre les deux. Il faut continuer à prendre les mesures préventives dans des endroits très agglomérés ou des espaces où il y a une foule importante. Eh ben, honnêtement, je peux vous dire que moi, personnellement, je ne prends pas plus de mesures. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, puisqu'on a déjà été immunisé par le Covid et le virus, il est toujours là. C'est bien de laisser le système immunitaire se booster un peu pour maintenir cette immunité et pour protéger contre les formes graves. Mais pour les personnes fragiles? Eh ben, on doit changer un peu les instructions, si on peut les appeler ainsi. Les adapter au contexte. Exactement, et les adapter au contexte, mais maintenant, il vaut mieux aller vers ceux qui présentent des symptômes. C'est eux qui doivent porter des masques, surtout lorsqu'ils vivent avec des personnes vulnérables. Et maintenant, on est revenu au même profil de vulnérabilité que la grippe. Donc c'est surtout les sujets âgés et les sujets qui sont atteints de pathologies chroniques, sans oublier bien sûr les femmes enceintes. Alors, professeur Djenouhad, il s'avère aujourd'hui, il s'est prouvé scientifiquement, et c'est le grand débat actuellement au niveau international, que les personnes qui ont été atteintes du Covid développent aujourd'hui des pathologies chroniques, comme par exemple des maladies cardiaques. C'est le cas ou pas le cas? Eh ben, c'est le cas. Avant de répondre à cette question, on aimerait bien avoir des données par rapport à l'Office national des statistiques, parce que partout dans le monde, ces organismes publient le nombre de décès mensuellement. On aimerait bien avoir le nombre de décès chaque mois. Est-ce qu'on est vraiment comme c'est rapporté partout dans le monde? Vous le savez très bien qu'on est en train d'assister à une flambée de décès dans le monde qui ne sont pas dus au Covid. Donc ça reste des points d'interrogation. Certainement, si on compare ce taux de mortalité avant la conjoncture et maintenant, il y a des pays où on est à 16% plus qu'avant la conjoncture de Covid. Ceci dû à quoi? Il n'y a pas encore d'études qui montrent la causalité de cette augmentation de taux de mortalité. Néanmoins, on est certain que ça a un rapport avec l'infection Covid par rapport à 2 points. Le premier point, si vous vous rappelez, on a parlé de Covid long. Et le Covid long, il peut toucher presque tous les organes. Et on est en train d'assister à une flambée de pathologies chroniques, et notamment les pathologies cardiaques, pulmonaires, rhumatismales et autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est en train d'assister à une flambée de pathologies cancéreuses. Ceci est dû à quoi? Ça pourrait être expliqué par 2 points. Le premier point, vous le savez très bien que les structures sanitaires étaient fermées pendant la conjoncture Covid. Donc je suppose que ceux qui étaient atteints de cancer mettaient beaucoup de temps pour aller consulter un médecin. Et lorsqu'ils sont arrivés après la conjoncture Covid, malheureusement, c'est des stades très avancés. Et on est en train de les constater avec augmentation de plus de 30% par rapport aux années précédentes. Ça, c'est grave, c'est très très grave. Et d'ailleurs, si vous me permettez, je tire la sonnette d'alarme par rapport à la prévention des pathologies cancéreuses. On sait très bien qu'il y avait un plan quinquennal qui a échoué d'ailleurs, et on aimerait bien cette fois-ci que le plan sera axé beaucoup plus sur la prévention que sur l'acquisition de ces médicaments qui sont très très chers. Ça, c'est le premier point. Vous parlez des traitements innovants. Le deuxième point par rapport à votre question, par rapport à l'émergence, aussi l'augmentation de pathologies cardiaques, vous le savez très bien que nous, en Algérie, on n'a pas vacciné par les vaccins ARN. Et ce sont maintenant les vaccins ARN qui sont incriminés dans l'augmentation de l'incidence des pathologies cardiaques dans les pays occidentaux. Alors, puisqu'aujourd'hui, on axe un peu l'action du secteur de la santé sur la question de la prévention, il faudrait être attentif à ces statistiques qui sont communiquées actuellement et sur les alertes qui sont lancées à travers le monde par rapport, bien sûr, à cet effet de causalité entre le Covid et certaines pathologies qui sont développées aujourd'hui.
Eh ben, la causalité, vous le savez très bien, pour le Covid chronique, pour le Covid long, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas de. On est certain que c'est le SARS-CoV-2 qui est à l'origine de ces pathologies. Ça, c'est le premier point. Donc il faut être très attentif à tout ça. Très attentif. Il faut les prendre en charge. Et d'ailleurs, il faut que l'INSP engage des travaux sur la question. Il faut qu'il engage surtout des études multicentriques et multidisciplinaires. Parce qu'on doit avoir quand même une visibilité, on ne doit pas se baser à chaque fois sur les données qui arrivent d'ailleurs. On doit avoir nos propres données. Ça, c'est le premier point. Deuxième point par rapport à cette émergence surtout de pathologies cancéreuses, je ne souhaite pas que le SARS-CoV-2 sera déclaré un jour comme étant un des virus onco-induits. Il y a pas mal de cancers qui sont viro-induits, qui sont induits par des virus. Et cette émergence, j'espère qu'elle est due principalement à la fermeture des structures sanitaires et non pas à l'augmentation ou l'implication de virus d'emblée dans l'émergence de pathologies cancéreuses. Alors, par rapport à cette question aussi qui a fait suscité beaucoup de polémiques à un moment donné, pendant la période du Covid, au plus fort, bien sûr, de la contamination, on parlait de cette question qui relève, bien sûr, de l'immunité collective qui nous protégeait. Entre vérité et mensonge, on en est où aujourd'hui, professeur Djenouhat? Je pense que ce qu'on a prédit, ça fait plus de 14 mois, c'est réalisé. Si vous vous rappelez, février en 2002, on l'a dit sur ce plateau, qu'on va aller vers l'ouverture totale. Il n'y aura plus de fermeture, et c'est le cas. Par rapport à l'immunité collective, il faut faire la différence entre l'immunité qui est acquise par la vaccination et qui est acquise par l'infection naturelle. Et vous le savez très bien que notre laboratoire s'est spécialisé un peu dans ce type d'études. L'année passée, on était, juste après la vague Omicron, on était 96%. Et la preuve, d'ailleurs, on n'a plus fait de pic depuis. En exclusivité, cette fois-ci, sur vos chaînes, on a entamé une étude depuis 3 mois par rapport à l'état d'immunité une année après l'infection Omicron. Et ça a concerné uniquement les gens qui n'ont jamais fait de vaccin. Le résultat est presque le même. On est à 94% de sujets qui ont toujours une immunité contre le SARS-CoV-2 qui est générée par l'infection naturelle puisque notre travail a porté sur les personnes non vaccinées. Donc ça prouve que l'immunité naturelle, elle est durable dans le temps, ou bien qu'on est toujours, et le virus, il est toujours avec nous, il est en train de circuler et à chaque fois il est en train de rebooster notre immunité et ce taux, pour être honnête, il nous rassure par rapport à l'avenir de cette infection en Algérie. Mais quelle est la population cible par rapport à l'étude que vous avez engagée au niveau de votre laboratoire, professeur Kamel Djenouhat, pour avoir une illustration sur, bien sûr, la qualité de cette étude? Je vous remercie pour cette question d'ailleurs qui est pertinente et on a été critiqué à chaque fois par rapport à l'étude monocentrique. Cette fois-ci, on est allé vers une étude de grands centres. Donc c'est de Boumerdès, Rouiba, Dalaria, Alger Centre. Donc c'est un échantillon qui est représentatif de la population d'Alger Centre. Elle est importante? Elle est importante, presque 1000 personnes, qui est quand même significatif sur le plan statistique. Alors, cette étude doit être prise en considération pour renforcer aujourd'hui le système préventif national, professeur Kamel Djenouhat. Renforcer le système préventif, pour être honnête, par rapport au Covid-19, on est à l'aise. Le système préventif, c'est ce qu'on a acquis comme immunité. Par contre, pour les autres pathologies émergentes, vous le savez très bien, on a pas mal de rattrapage de retard par rapport aux autres vaccins. On doit faire pas mal de choses par rapport à la prévention de pathologies cancéreuses. Donc c'est sur ces points qu'on doit accentuer un peu les mesures préventives. Alors, professeur Kamel Djenouhat, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport, bien sûr, à ce début de reprise de contamination. Vous dites que ce n'est pas une contamination généralisée, mais ce sont des rebonds. Il faut apprendre à vivre avec. Alors, bien sûr, avec cette question, faut-il ou ne faut-il pas aujourd'hui continuer à se faire vacciner malgré le fait que le Covid ait perdu de sa virulence et c'est devenu un virus bénin? Professeur Kamel Djenouhat. C'est une question qui revient. Vous le savez très bien que le comité consultatif de la vaccination auprès de l'OMS, il a donné une nouvelle feuille de route. Il a donné des priorités par rapport à la catégorie vulnérable, plus de 65 ans, femmes enceintes, pathologies chroniques, qui doivent toujours bénéficier d'un seul vaccin ou de 2 par an. Par contre, les autres, c'est au libre choix. D'ailleurs, moi, par rapport à cela, et sachant que tout le monde a été infecté par l'Omicron, et heureusement,
que c'est la première fois depuis la pandémie que l'Omicron a duré plus de presque 18 mois maintenant, depuis son apparition en novembre en Afrique du Sud. Et bien maintenant, on est toujours avec le variant Omicron. Donc, sachant que le variant lui-même, il n'est pas grave. Il n'est pas à l'origine de cet afflux massif au niveau des structures hospitalières. On voit très bien que les unités de soins intensifs, on ne trouve pas les pathologies Covid, les patients atteints de pathologie Covid. Donc, ça reste mon avis personnel. Je pense que ce n'est même pas la peine de faire le vaccin anti-Covid aujourd'hui. Mais faut-il s'attendre aujourd'hui, à l'avenir, à l'émergence des pathologies similaires au Covid-19 ? Eh bien, pour aller vers les pathologies similaires, je préfère rebondir sur le virus de la grippe. Vous le savez très bien que cette infection, elle apparaît toujours au niveau de l'hémisphère sud. Et juste après quelques mois, elle arrive chez nous. Donc l'année dernière, on était certain qu'on allait faire des flambées, des formes sévères, parce qu'en mai, déjà, en Australie, il y avait un pic qui n'a jamais été vu pendant les 20 dernières années. Je vous donne des résultats qui datent de 3 jours, 4 jours, ce qu'on est en train de voir maintenant en Australie. Eh bien, durant cette période, ce premier trimestre en Australie, on a constaté que le nombre de cas de la grippe a été multiplié par 100 fois le nombre de cas qui a été vus l'année passée. Ceci pourrait être dû au fait que l'Australie, vous le savez très bien, ils ont abandonné les mesures préventives qu'en février, probablement parce que tout était fermé. C'est pour cela que... Mais si cette flambée arrive chez nous, et avec ces formes très très sévères, on s'attend toujours à une augmentation du nombre de grippes, puisqu'on n'a pas encore récupéré ce qu'on a acquis comme immunité antigrippale avant la conjoncture Covid. Donc il y aura beaucoup plus de cas et certainement des formes très graves de Covid, sans oublier bien sûr les autres pathologies émergentes qui n'ont pas été vues durant la conjoncture Covid. Mais comment se prémunir aujourd'hui? Quelle action engager au niveau de notre pays, professeur Kamel Djinouat? Eh bien, c'est le cas par cas. Vous le savez très bien, pour les pathologies émergentes, c'est un programme de rattrapage massif de nos enfants. Est-ce que vous le savez qu'il y a quelques wilayas où le taux de vaccination anti-rougeole n'excède pas 60%? C'est grave, donc on s'attend à vraiment des foyers épidémiques, et j'espère, Inch'Allah, qu'on ne va pas y arriver ici. Donc il faut aller vers cette accélération de programme de rattrapage vaccinal. Par rapport à la grippe, vous le savez très bien que le vaccin antigrippal, il existe. Et il a montré son efficacité. Et on sait très bien, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de pathologie cardiovasculaire. Et bien les experts, maintenant, ils vous disent, voilà, à chaque fois qu'on a une pathologie, un décès par une pathologie cardiovasculaire d'origine inexpliqué, il faut voir au moins dans les 10 à 20 jours avant cet incident, cet accident, est-ce que le patient n'a pas fait une grippe. Donc on peut prévenir ces pathologies grippales par le vaccin. D'ailleurs, vous le savez très bien, le vaccin antigrippal qui est présent, qui a été acheté par l'Algérie, c'est le vaccin qui est efficace contre les 4 souches de la grippe. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important, puisque vous abordez la question de la vaccination. Professeur Kamel Djinouat, on sait qu'aujourd'hui, bien sûr, cette vaccination est renforcée comme moyen préventif pour éviter la réémergence de certaines maladies contagieuses qu'on a totalement éradiquées dans notre pays, même s'il y a des cas ici et là, des cas isolés et parfois même importés au niveau de certaines zones frontalières, comme par exemple le malaria ou autres aspects de maladies. Est-ce que aujourd'hui, c'est-à-dire cette question de vaccination doit asseoir une véritable politique pour développer les vaccins dans notre pays, puisqu'à travers le monde, vous avez ce grand débat qui est soulevé avec bien sûr l'émergence du Covid-19 et la difficulté d'accéder au traitement. C'est la levée aujourd'hui, par exemple, des brevets scientifiques pour accéder à la fabrication de ces traitements. Professeur Kamel Djinouat. Vous savez très bien qu'il y a une grande différence entre la vaccination Covid et la vaccination des autres pathologies. Pour ce qui est de la vaccination des autres pathologies, les vaccins étaient déjà là. Non, je parle du débat qui est suscité aujourd'hui. Le débat, vous le savez très bien que l'hésitation vaccinale... Est-ce qu'il faut lever, bien sûr, la question des brevets intellectuels par rapport à ces traitements?
Eh bien, les brevets intellectuels, ils sont gérés par des lois, vous le savez très bien. Par des laboratoires par des pharmaceutiques laboratoires aussi, pharmaceutiques. qui ont fait beaucoup de gains pendant cette Beaucoup de période gains. de Exactement, Covid-19. exactement. C'est le malheur des uns fait le bonheur des autres, malheureusement. Mais je pense que le débat, on doit aller vers les esprits. Vers les esprits parce que actuellement, les états vaccinales constituent un fléau mondial. Et par rapport à la vaccination Covid, vous le savez très bien, il y avait cette doute, cette hésitation. C'était relativement légitime. Pourquoi? Parce qu'on était en face d'un vaccin d'apparition très rapide. Donc on avait un peu peur. Bien que moi personnellement, avant la vague Delta, et je maintiens toujours ce que j'avais dit, j'étais pour la vaccination anti-Covid parce qu'on voyait d'ailleurs chez nous que les décès, les formes sévères, c'était les sujets non vaccinés. Alors, comme je l'avais déjà dit, à partir de la vague Omicron, c'est cette souche qui a changé les donnes. Donc maintenant, les vaccins, vous savez très bien, d'ailleurs, vous avez abordé le problème du paludisme, et fort probablement qu'il y aura généralisation de cette vaccination sur le continent africain prochainement. Donc, il faut toujours... Paludisme, malaria, la rougeole. Oui, vous le savez très bien qu'il y a toujours... la rougeole, la GIA a toujours été classée comme un pays discipliné par rapport au respect de la vaccination. Et on a toujours été considéré jusqu'à l'année 2015. L'année 2015 où il y avait, si vous vous rappelez, les 2 décès suspectés d'être causés par le vaccin anti-rougeole. En fait, c'était pas le vaccin lui-même qui a causé ce décès. Et malheureusement, ça a propagé un peu cette idée de mortalité suite à un vaccin importé de l'Inde, chose qui n'a pas été fondée sur le plan scientifique. Maintenant, je sais qu'au niveau de la direction de ministère de la Santé, il y a beaucoup de plans de rattrapage qui sont en train de se concrétiser sur le terrain et j'espère que la population doit adhérer à ce programme de rattrapage si on ne veut pas arriver à des catastrophes. Alors, au moment aussi, vous avez ce parallèle, les compagnies pétrolières connaissent un crash boursier au niveau, bien sûr, de la place financière internationale. Vous avez par contre des laboratoires pharmaceutiques qui connaissent un rebond de leur action, qui peuvent atteindre les 20, même voire 30%. Alors, je voudrais en revenir sur cet enjeu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec du recul par rapport à la pandémie qui a surpris le monde entier, y compris notre pays, on est mieux outillé aujourd'hui sur le plan sanitaire? On connaît mieux ce virus? Heureusement, vous savez très bien que la conjoncture, la pandémie Covid, on peut la partager en 3 parties. La première partie, c'était un peu le flou. On ne connaissait pas le virus. Le monde entier. Et on n'avait pas le vaccin. La deuxième partie, on connaissait de mieux en mieux le virus. Et heureusement qu'il y avait le vaccin qui a quand même protégé contre les décès, surtout lors de la vague Delta et les variants qui étaient présents avant le Delta. Et puis la troisième partie, je pense que la discussion par rapport à la vaccination anti-Covid, elle n'est plus d'actualité, ça n'engage que moi. Alors, l'agence sanitaire doit jouer un rôle prépondérant dans ce domaine-là, professeur Kamel Djenouhat, pour nous préparer à une autre épidémie, si cela devait être le cas avec un autre virus, puisque le monde entier parle aujourd'hui de la possibilité d'émergence à l'avenir d'autres pathologies. Certainement, il y aura l'émergence d'autres pathologies. Vous le savez très bien, les pathologies les plus graves, ce sont les pathologies où le germe se propage par voie respiratoire. Et maintenant, je pense que suite à la pandémie Covid, on a acquis quand même une grande expérience. Si on va vers les structures hospitalières, vous le savez très bien que maintenant toutes les structures sont dotées d'oxygène. On n'aura plus ce problème d'oxygène. Mais il y a toujours un problème qui n'a pas encore été résolu, c'est le problème de nombre de lieux de réanimation. Et on est en train de voir dans les structures sanitaires, on n'a pas augmenté le nombre de lits de réanimation. Et d'ailleurs, on a insisté durant la conjoncture Covid par rapport à ce point. Malheureusement, le nombre de lits de réanimation ou le nombre de services de réanimation, on ne voit pas l'augmentation de ces 2 paramètres. Il faut accélérer le processus d'amélioration de nos prestations sanitaires impérativement, professeur Kamel Djenouhat, puisqu'on a vu l'actuel ministre axer son action sectorielle sur la question de la prévention et l'amélioration des prestations à travers, bien sûr, la création des hôpitaux spécialisés.
Ça c'est bien. Aller vers les hôpitaux spécialisés, c'est bien. D'ailleurs, c'est... Au niveau des régions vulnérables. Exactement. D'ailleurs, c'est la politique qui a été suivie par la plupart des pays développés. Donc ça, c'est bien. Mais j'aimerais bien tirer l'alarme par rapport à un point très très important. C'est ce fléau de déficit en médical et en paramédical dans les structures hospitalières. Du personnel. Je vous donne un petit exemple. Au sein de notre structure, à l'OIBA, on a acquis un scanner neuf. Eh bien, on a un seul médecin radiologue. Comment vous voulez gérer un service de radiologie avec un seul médecin radiologue? Mais qu'est-ce qui explique ce déficit en personnel de santé? Merci beaucoup. Eh bien, dans ce cas-là, je pense que c'est les deux tutelles qui sont responsables qui doivent agir par rapport à cela. Vous le savez très bien. L'enseignement supérieur et la santé. Et la santé, parce qu'on doit aller vers l'ouverture des postes. Et l'ouverture de postes, par rapport à quelques chefs de service, ils n'ouvrent le poste qu'au nombre de résidents qui peuvent être efficaces dans son service. Alors qu'on sait très bien qu'il y a un déficit flagrant à travers le territoire national. Donc je pense que le nombre de postes dans quelques spécialités clés, à savoir la radiologie, la gynécologie, l'ophtalmologie, ne doivent pas dépendre de chefs de service, mais beaucoup plus des besoins de l'Algérie. Alors, vous parlez bien sûr de ce déficit en personnel médical, c'est-à-dire en médecin et personnel paramédical. C'est dû au fait aussi que beaucoup de pays sollicitent nos médecins et notre personnel paramédical, puisque même le personnel paramédical est courtisé aujourd'hui par certains pays, comme par exemple le Canada ou l'Allemagne. La France également. Eh ben, et d'autres pays. Il y a beaucoup de pays maintenant. Il y a beaucoup de pays même qui ceux sont du Moyen-Orient. Oui, même le Qatar, l'Émirat, l'Arabie Saoudite, c'est vrai. Eh bien, vous le savez très bien, il faut revoir un peu l'aspect pécunier de corps médical et de paramédical. Les aspects sociaux. Exactement, les aspects sociaux. Vous savez très bien que on peut pas comparer les aspects sociaux ou les payes d'un médecin qui exerce en Europe et un médecin qui exerce chez nous. Donc, lorsque le médecin est classé dans la classe moyenne, ça, ce n'est pas le cas dans les autres pays développés. Eh bien, c'est légitime. Vous savez très bien ce qu'on appelle les libertés individuelles. Lorsqu'il finit son diplôme, il doit quand même faire comme on appelle le service civil. Et par rapport au service civil, j'aimerais bien revenir sur le service civil, parce que si un spécialiste termine la spécialité, il fait un service civil de 1 année au niveau de la région du Sud. Et durant ces 12 mois, il travaille 6 mois et il est libéré 6 mois. Donc, est-ce que vous trouvez normal qu'on forme un médecin spécialiste pendant presque 32 ans et en fin de compte, on lui demande d'exercer uniquement 6 mois dans le secteur public? Je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir, ou bien aller d'emblée vers la formation des médecins au niveau de ces régions, pour essayer au moins de combler le vide qui existe actuellement dans nos structures. Alors pour le personnel paramédical, renforcer aussi la formation du personnel paramédical, puisque ce qu'on est en train de constater actuellement, nous avons des aides-soignants, mais nous n'avons pas les infirmiers spécialisés. Tous les professeurs au niveau de tous les services se plaignent de ce cas de figure. Eh bien, moi je me pose la question. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté cette formation pendant presque 10 ans. On n'a pratiquement plus d'infirmiers spécialisés. On n'a plus d'infirmiers, ça c'est pas normal. Donc il faut aller vers renforcer cette formation et les bien répartir par rapport aux structures sanitaires. Je pense que il faut augmenter le nombre de promos. Parce que parfois, on est avec une promo de 100 infirmiers pour toute la région de centre, c'est pas suffisant. Donner à chaque structure hospitalière 3 ou 4 infirmiers, c'est pas suffisant. Parce que maintenant, vous le savez très bien, avec ce qu'on a fait déjà, si je peux me permettre, moi personnellement, ça reste mon avis, j'étais un peu contre cette idée de retraite anticipée, parce que la retraite anticipée a permis à cette catégorie de quitter le secteur public vers le secteur privé. Et vous le savez très bien que durant ces 10 dernières années, c'est l'émergence des cliniques privées, donc c'est légitime lorsqu'il y a une personne qui veut bénéficier et de sa retraite et de notre paye dans un secteur privé, c'est légitime qu'il parte vers ces structures. Il faudrait peut-être, par rapport à ces questions, mettre en place une nomenclature spécifique de la fonction publique pour le personnel de santé, professeur Kamel Djenohat, impérativement. Oui, mais je pense que cette nomenclature, elle est déjà faite.
Elle est déjà faite, probablement elle est en train d'être revue. Elle sera finalisée d'ici le mois de septembre. Exactement. Mais le plus important, c'est essayer d'avoir au moins un effectif suffisant par structure sanitaire et par rapport à toutes les spécialités. Si vous me permettez, je vous donne un autre exemple. Le service d'oncologie d'Orbiba qui voit plus de 70 malades jour. Il est en train de tourner avec 5 ou 6 spécialistes. C'est l'hémorragie, c'est tout le monde qui a quitté le service et c'est le départ vers l'étranger. Alors, autre question, celle de l'auditeur, professeur Kamel Djennouhed, par rapport bien sûr à ce que nous disons ce matin, les questions qui sont soulevées par rapport bien sûr à la pathologie émergente. Est-ce qu'il faudrait renforcer aussi la surveillance épidémiologique, professeur Kamel Djennouhed? Eh ben, c'est le point clé de tous les pays développés. Et je pense que l'INSP a un grand rôle. Il est quand même en train de faire pas mal de choses, mais il faut accentuer ces actions, parce que vous le savez très bien maintenant, la médecine de 2023 à 2024, c'est la médecine préventive. Aller vers la médecine préventive que la médecine curative qui n'apporte pas grand-chose. Et vous le savez très bien, elle ruine aussi les caisses de l'État. Alors vous parlez de l'émergence à l'avenir des maladies respiratoires. Est-ce qu'il faut être très attentif à notre environnement? La salubrité et l'insalubrité, c'est des questions qui doivent être à l'ordre du jour des collectivités locales. Professeur Kamel Djennouhed, c'est la question de l'auditeur. Eh bien, on est en train de voir quelques actions des collectivités locales, mais j'aimerais bien que ces actions ne se limitent pas au mois de Ramadan. Il faut que ces actions durent 12 mois par an. Surveiller. Parfois, l'Algérien, malheureusement, parfois, on ne sait pas ce qu'on mange. Tout ce qu'on mange doit être étiqueté. On doit savoir ce qu'on mange. Ça, c'est très, très important. Et vous le savez très bien, maintenant, c'est l'alimentation qui est à l'origine de presque toutes les pathologies qui sont à la mode aujourd'hui. Mais justement, le code ABAR devait entrer en vigueur. Je pense qu'il va être, sa décision de mise en œuvre sera différée. Alors, il faut des actions conjointes entre différents départements ministériels, puisque la santé, ça ne concerne pas exclusivement que le département de la santé. Bien sûr. Si je vous donne un petit exemple, par rapport à la crise de l'oxygène, c'était le ministère de l'Industrie et non pas de la Santé. Donc, c'est tout le monde qui doit agir pour la santé de l'Algérien. C'est le commerce, collectivité locale, l'environnement, solidarité, santé, industrie pharmaceutique, c'est un tout pour faire de la santé, de la santé de l'Algérien, pour faire une bonne santé de citoyens algériens. Alors quand vous dites que tout est lié aussi à notre alimentation, il faudrait être très regardant sur notre modèle de consommation aujourd'hui, puisque nous avons vu pendant ce mois de Ramadan, on ne parle que de viande. Eh bien, malheureusement, je ne sais pas si vous le savez, c'est la viande rouge qui a été incriminée dans l'augmentation de l'incidence de cancer colorectal. Et le cancer colorectal, on est parmi les rares pays où ce cancer occupe presque la première position chez l'homme. Donc on est passé de prostate, de poumon, et maintenant c'est le cancer colorectal. Et lorsqu'on parle de cancer colorectal, vous le savez très bien, c'est plurifactoriel, multi ou plurifactoriel, mais toujours l'alimentation occupe une place primordiale dans l'émergence de ce type d'affection. On parle aussi du retour du cancer du cadom dû à la consommation de viande séchée. C'est le cas ? En tous les cas, le CAVAM, c'est connu depuis longtemps. C'est un virus qui est incriminé dans ce cancer. Mais lorsqu'on parle de viande rouge, c'est surtout le cancer colorectal. Et vous le savez très bien, les cancers, c'est multifactoriel. Il faut mettre comme je l'avais déjà dit au début, le budget dans la prévention et non pas dans le traitement qui ne gagne aux patients cancéreux que 6 ou 12 mois de vie. Alors, le sucre, le sel, les matières grasses aussi, autre aspect très important dans, bien sûr, la propagation de certaines maladies, comme par exemple le diabète, puisque nous atteignons pratiquement des chiffres records. Oui, vous le savez très bien, le chiffre record, c'est par rapport aux maladies métaboliques, dans le diabète. Donc, toutes les pathologies cardiovasculaires, le diabète et c'est héréditaire. Sont les cancers. Bien sûr, il y a toujours, c'est sur un fond génétique. Et parfois, le fond génétique, il a besoin de ce qu'on appelle les facteurs d'environnement. Et le sel, le sucre, tous ces paramètres, tous ces aliments constituent les facteurs principaux qui peuvent être à l'origine de ces pathologies, malheureusement. Le commerce doit agir par rapport à cette question. Limitation du niveau du sucre et du sel, et des matières grasses dans dans la consommation. Oui, déjà, lorsqu'on rentre dans un salon de thé et on peut se servir le sucre 3, 4, 5 cuillères à volonté, ça, c'est pas normal. Parce qu'il est subventionné.
Exactement, parce qu'il est subventionné. Et en plus de ça, vous le savez très bien, les pays qui ont pu combattre le syndrome métabolique, ce sont les pays nordiques. Et les pays nordiques, depuis plus de 50 ans, ils limitent le sel dans le pain, dans les gâteaux, dans tout ce qu'ils commercent. Donc si le ministère du Commerce s'implique aussi dans la gestion des normes de ces aliments, on est certain que les résultats ou l'impact ne peut être que positif. Alors, l'obésité des enfants aussi, c'est un paramètre à prendre en considération puisqu'on parle d'augmentation des cas. Eh bien, on le voit malheureusement, c'est les parents qui obéissent un peu au désir de leurs enfants et par rapport au choix de l'alimentation. Ils veulent pas rester, la plupart de nos enfants ne mangent pas les légumes et les fruits, et ça c'est pas normal. Donc, il faut aller, j'incrimine, et pardon, ici je pense que la faute, c'est la faute des parents parce qu'ils doivent quand même s'impliquer dans l'éducation et surtout l'éducation alimentaire de leurs enfants. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, j'ai des symptômes similaires à ceux du Covid-19. Est-ce que je dois faire des tests pour prouver si c'est du Covid ou si c'est une grippe sévère? Professeur Kamel Djinouhat, puisqu'on a vu aujourd'hui qu'on peut quand même tousser pendant des fois même une vingtaine de jours, même plus. Si ça dépasse 10 jours... Et ça fragilise en plus les bronches. Si ça dépasse les 10 jours, ce n'est plus la peine de faire les tests. Vous le savez très bien, les tests c'est les premiers jours et vous savez très bien qu'à partir du 10e jour, si vous allez faire votre sérologie, suite à ce qu'on a eu comme résultat dans notre étude, votre sérologie sera certainement positive et ne sera pas le reflet d'une contamination récente. Alors, comment accéder à l'enquête que vous avez réalisée au niveau de votre laboratoire, professeur Kamel Djinouhat? Est-ce qu'elle a été publiée? On ne l'a pas encore finalisée, mais d'ici quelques semaines, on la finalise et j'espère, Inch'Allah, qu'elle sera publiée. Quelques semaines? C'est-à-dire 2 semaines? Maximum 3 semaines. Maximum 3 semaines. Alors, autre question, professeur Kamel Djinouhat, est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, au milieu scolaire, sensibiliser les enfants sur certains aspects qui les concernent leur santé, comme par exemple la sensibilisation à la consommation des sucreries? Eh bien, ça doit être Dès qu'ils sortent de l'école, ils vont vers la pâtisserie ou la boulangerie. Même malheureusement, ce qu'ils prennent en récréation, c'est toujours du pain et une barre de chocolat. Pain, exactement, le chocolat, les jus sucrés. Et je pense que tout le monde doit s'impliquer si on veut vraiment préserver la santé de nos enfants. Il faut l'enseigner. Certainement. Professeur Kamel Djinouhat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, et bon week-end à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin.